Bien, je suis très heureux de donner la parole à présent au professeur Alexandre Gay, qui est professeur de philosophie des sciences de la nature et de philosophie analytique à l'Université catholique de Louvain. Et il sera d'ailleurs l'année prochaine président dans cette même université, président de l'Institut supérieur de philosophie. Il a publié différentes collections, enfin édité différentes collections en philosophie des sciences, notamment chez Oxford University Press, Individuals Across the Sciences, et également en français une collection autour des Principia Mathematica de Russell et de Whitehead. Aujourd'hui, donc le professeur Gay va nous présenter quelque chose sur, lié à la philosophie des sciences, mais en métaphysique, sur la composition et l'émergence. Alors, merci beaucoup. Est-ce vraiment nécessaire d'éteindre les lumières? Oui. Oui? Non? Vous ne voyez pas les transparents? Je pense que ça aide pour les transparents. OK. Donc, j'ai l'habitude d'aérer, mais on m'a dit de rester proche des micros. Donc, si je commence à aérer, faites-moi signe. Alors, je remercie Jean-Baptiste et Claudine de m'avoir invité et je salue leur audace, car dans une conférence qui s'appelle « Métaphysique de la composition », inviter quelqu'un qui n'est pas un métaphysicien et qui n'a jamais écrit une ligne sur la composition, ça dénote un certain goût du risque. Donc, c'est un travail... OK. C'est un travail d'amateur que j'ai fait avec deux postdoctorants. Tout ce qui est bon dans la conférence est dû à eux, tout ce qui est mauvais est dû à moi. Et je connais pas bien le vocabulaire, je connais pas... je suis ouvert aux imprécisions, soyez charitables. Mes transparents sont en anglais, et comme tous les conférenciers, j'ai trop de transparents. Donc, si vous êtes francophone, ne lisez pas les transparents, écoutez ce que je dis. Si vous êtes anglophone, ne lisez que les transparents. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais brièvement parler d'émergence et composition dans le monde physique, strictement dans le monde physique. Je vais brièvement parler de l'hypothèse de composition générale en physique et pourquoi elle est contestée. Je vais faire quelques remarques générales sur l'émergence qui, j'espère, vont satisfaire nos collègues qui pensent que l'émergence, c'est n'importe quoi en métaphysique. Je vais discuter d'un seul cas physique, parce que je n'aurai pas le temps de faire d'autres, qui est le cas en ce moment le plus discuté dans la littérature de philosophie de la physique et de physique comme étant probablement le meilleur candidat pour un phénomène émergent, qui est l'effet quantique Hall fractionnaire, que je ne vais pas discuter en détail parce que c'est trop ennuyeux, mais juste vous donner quelques éléments. Je vais essayer d'interpréter les bizarreries que les scientifiques énoncent à propos de ce principe, entre autres qu'il y aurait une espèce de relation de composition symétrique dans cet effet. Et je vais brièvement parler de la composition dans un contexte diachronique d'émergence. Alors, très brièvement, l'hypothèse de composition générale en physique nous vient du fait qu'au-delà de la réduction théorique, beaucoup de philosophes, entre autres comme Putnam Oppenheim, mais aussi beaucoup de scientifiques, se disent que cette réduction théorique est soutenue par une réduction ontologique. Cette réduction ontologique semble impliquer qu'il y aurait une structure de composition dans la nature et que, bien sûr, la physique est la discipline suprême qui devrait découvrir le niveau 1. Bien sûr, là, il y a une espèce d'impérialisme physique qui est assez classique, quoi. Et que le niveau fondamental serait quelque chose comme, ça c'est 1958, hein, les particules élémentaires. Ceci, vous voyez, hein, ça va vite, hein, donc ceci a mené à une conception générale que Hillet a bien marquée, c'est-à-dire en gros trois hypothèses. Le monde physique a une certaine structure compositionnelle. Le travail de la physique, c'est d'investiguer le numéro 1, le niveau 1, et a priori, les atomes de cette structure compositionnelle seraient soit des particules, soit des champs. Et on met le mot fondamental en avant pour que ça ait l'air plus important, quoi, plus central. Alors, il y a des sérieux problèmes vraiment des sérieux problèmes à ce projet. Entre autres, l'interprétation de l'intrication quantique. Je ne vais pas en parler parce qu'il y a un collègue qui va en parler cet après-midi, je crois, Clausio. Donc, j'en parlerai pas. Mais surtout, et ça, c'est des résultats plus récents, on a des sérieuses raisons de croire que ni les particules ni les champs sont des concepts cohérents. C'est-à-dire que le théorème de Hague, par exemple, semble clairement suggérer que les particules et les champs ne peuvent pas faire partie de l'ontologie fondamentale de la physique.
Mais on n'a pas d'idée ce que ce serait d'autre, l'ontologie fondamentale de la physique. De plus, une notion qui devient de plus en plus populaire, disons dans les 20-30 dernières années, c'est que toute théorie physique est effective, c'est-à-dire que toute théorie physique est contextuelle, ce qui laisse à penser que si vous voulez voir une conséquence ontologique derrière cet effet de représentation, c'est que l'ontologie de la physique est contextuelle. On aurait donc affaire à quelque chose plus comme une mosaïque qu'une structure hiérarchique. Donc là, mal parti pour l'hypothèse compositionnelle. Rien là-dedans est complètement déterminant. Métaphysiquement, on peut avoir des raisons de croire que l'hypothèse compositionnelle est vraie, mais la physique ne vous aidera pas. Tout de même, reste qu'on peut quand même s'intéresser à des notions de composition locale, ça veut dire dans des contextes précis, tout en étant particulièrement prudent pour une généralisation. Et les contextes où c'est particulièrement intéressant, c'est en particulier les contextes d'émergence. Alors, l'émergence, c'est le mot magique. Vous mettez émergence dans Physical Review, vous avez des milliers de réponses. Les scientifiques, en ce moment, ils parlent d'émergence sans arrêt. Philosophiquement, l'émergence. Alors, je vais faire quelques transparents très généraux pour juste clarifier quelques concepts de base. Alors, l'émergence, c'est toujours une théorie qui veut un compromis entre le monisme et le dualisme. Toujours. C'est toujours une théorie qui va défendre une clause de dépendance et une clause de nouveauté. Et c'est toujours extrêmement difficile d'aller au-delà de la métaphore. Donc, la métaphore, tout le monde le fait, tout est émergent, machin. Mais si vous voulez avoir une théorie positive et précise de qu'est-ce que c'est votre théorie de la dépendance et qu'est-ce que c'est votre théorie de la nouveauté, c'est extrêmement difficile. L'une des difficultés, c'est que presque toujours les théories sont autocontradictoires. Ou encore, et là c'est le critère C, soit votre théorie, une fois que vous l'avez définie, elle est géniale métaphysiquement et elle s'applique à rien. Ou encore, elle est géniale métaphysiquement, mais tout est émergent. Et là, ça sert à rien. Donc, là, pour les métaphysiciens, pour les philosophes des sciences, il y a du travail. Quelques points de catégorie. Dans les théories d'émergence, il y a plusieurs familles. Il y a la famille des synchroniques et la famille des diachroniques. Donc, en fait, déjà, ça commence à être compliqué si vous voulez aller voir le temps émergent, parce que les théories sont déjà dépendantes. Les métaphysiciens adorent les synchroniques. À peu près aucun scientifique sérieux aime l'émergence synchronique. Ils disent tous, c'est du grand n'importe quoi. Et aiment l'émergence diachronique. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? L'émergence synchronique, ça va être des gens qui vont considérer que l'émergent est simultané à sa base. Et bon, pensez les propriétés esthétiques, le tableau, l'esprit, le cerveau. L'émergence diachronique, c'est plutôt, l'émergent vient après la base. Pensez à les premiers émergentistes britanniques. Des nouvelles lois de la nature apparaissent, etc. Les scientifiques préfèrent beaucoup l'émergence diachronique parce qu'ils pensent qu'il y a plus d'indices dans la science d'émergence diachronique que d'émergence synchronique. Par contre, en flot de l'esprit, etc., dans toute cette tradition, on aime beaucoup l'émergence synchronique, l'argument de Kim, etc. Autre aspect qui est important quand vous restez dans l'émergence, quand vous discutez l'émergence en sciences, c'est qu'il y a de l'émergence, il y a des théories émergentistes épistémologiques, et il y a des théories d'émergence ontologique, et il y a des gens qui défendent les deux, et il y a des gens qui défendent un seul, et il y a des gens qui défendent toutes les possibilités. Donc, quand vous parlez de réductibilité, imprédictabilité, non-dérivabilité, vous êtes dans le vocabulaire de l'émergence épistémologique. Et certains vont y voir un indice d'émergence ontologique, où là, nouveaux pouvoirs, modalités, nouveaux pouvoirs causaux, nouvelles lois de la nature, etc. Beaucoup de gens sérieux vont arrêter à l'émergence épistémologique. Par exemple, des gens comme Batterman, Margaret Morrison vont dire « Oh là là, oui, peut-être ça existe l'émergence ontologique, mais on n'en a aucune idée, donc on ne devrait pas en parler. » Et d'autres gens moins sérieux, dont j'en suis, se disent qu'une fois qu'on a trouvé un bon cas d'émergence épistémologique, ça vaut la peine d'essayer de trouver un argument pour voir si derrière ça, il y a de l'émergence ontologique. Bon, il y a d'autres catégorisations, mais je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous donner un exemple d'une théorie d'émergence, et j'ai tout mis en un transparent, et ça rend le transparent incompréhensible, mais au moins, c'est parce que hier, quelqu'un a dit qu'il n'y a aucune théorie d'émergence qui tient la route, que c'est du grand n'importe quoi. Donc, je me suis dit, j'ai rajouté ce transparent à 5 heures du matin ce matin. Alors, l'émergence transformationnelle, c'est une théorie de l'émergence
de 2016. Voici comme à droite, il y a la partie métaphysique et à gauche, il y a la partie épistémologique. Donc, en gros, c'est une théorie où la clause de dépendance, une émergence diachronique, et c'est des états, on parle d'états, on ne parle pas d'objets, on parle... l'état 2 est un produit spatio-temporel d'un processus continu qui reste dans le même domaine phénoménal, blablabla. Et l'état de nouveauté, c'est un nouvel état gouverné par des lois interdites par l'état précédent. Donc, c'est une théorie modale de l'émergence. Et comment on voit ça dans les théories? Vous avez une théorie générale qui gouverne à la fois, qui gouverne entre guillemets, là, qui représente à la fois l'état 1 et l'état 2, mais l'état 1 fonctionne et gouverné, lui, dans le détail de sa dynamique, par un modèle incompatible avec le modèle 2. Et en plus, on rajoute une clause que selon le modèle 1, le modèle 2 ne devrait pas exister. Donc, c'est modèle. Il est impossible. Donc, en fait, cette théorie-là, c'est l'impossible se produit. C'est émergent. Alors, je sais que quand j'emploie du vocabulaire modal comme ça devant les métaphysiciens, je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave. Alors, le cas d'émergence. Il me reste combien de temps, là? Oh, jusqu'à 37-40. OK. Je vais assez vite, hein? Vous pouvez me ralentir. Levez votre main. Bon, le cas d'émergence que je vais discuter, c'est l'effet Hall quantique fractionnaire. Alors, mon postdoc, il m'a dit, tu mets ce diagramme-là, ils vont tout comprendre. Il m'a dit, tu ne peux pas arriver du A vers l'autre, et là, c'est magique, et il se passe quelque chose. OK. On va essayer d'y aller un peu plus lentement. Alors, ici, j'ai Robert Lundgren, un de ceux qui a gagné le prix Nobel pour la modélisation de l'effet Hall quantique fractionnaire. Alors, ce qui est intéressant avec l'effet Hall quantique fractionnaire, c'est en gros, vous prenez un conducteur, vous l'aplatissez, vous mettez un très fort champ magnétique, vous baissez la température, vous mettez un voltage dans ce sens-là, vous mettez du courant dans ce temps-là, et vous mesurez la résistance. Et là, il se passe quelque chose de magique. Alors, qu'est-ce qui se passe de magique? Si vous utilisez la mécanique quantique ordinaire, vous avez l'effet Hall quantique non fractionnaire, qui en fait, vous voyez des plateaux, c'est qu'en fait, les fermions, notre collègue hier a expliqué que la nature est considérée des fermions et des bosons, donc les fermions ont tendance à tourner, entre guillemets, parce qu'ils ne tournent pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas vraiment quelque part, mais disons, l'imagination des objets quantiques, à avoir un certain état, une gyration dans le champ magnétique, je m'éloigne toujours, il faut que je fasse attention, une gyration, et comme eux, ce sont vraiment des objets matériels comme nos collègues, c'est-à-dire qu'il y a impénétrabilité, ce qui n'est pas le cas de la lumière. Moi, je pense que la lumière, c'est du matériel. Hein? Mais bon, ça ne respecte pas toutes les définitions métaphysiques qu'on discute depuis 2 jours, mais... donc, ils remplissent leur niveau d'énergie, et bon, il y a des statuts. Ils remplissent, on remplit le second, et on remplit. Et vous voyez là, ça fait des plateaux. Mais là, à gauche, vous voyez qu'il y a des pics entre les plateaux. Et ça, c'est impossible. Si la nature est composée de fermions et de bosons, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose entre les bosons et les fermions. D'où il se passe quelque chose de génial, et c'est l'effet quantique, probablement un des plus surprenants découverts dans les 30 dernières années. Alors, il y a plusieurs explications, je ne vous cache pas, plusieurs modélisations. Là, je vais en discuter d'une seule, parce que ça prendrait trop de temps. Et une des explications, pour expliquer pourquoi l'effet Hall quantique fractionnaire apparaît par rapport à l'effet Hall quantique intégral, entier, on invoque l'apparition, ou en tout cas des anions, qui sont des particules qui vivent dans un univers en 2+1 dimensions. Alors 2+1, ça veut dire 2 spatiales, 1 temporelle. Donc nous, on vit en 3+1. Eux n'existent qu'en 2+1. Ils ne peuvent pas exister en 3+1. Alors on dit, ben voilà, c'est des anions qui s'organisent et qui sont responsables pour les plateaux. Alors là, maintenant, du point de vue de la composition, bon, on peut parler de l'émergence longtemps, mais là, je suis supposé parler de la composition, alors en parlant de la composition, et là, si vous lisez les physiciens, il se passe des trucs bizarres. Alors l'inventeur des anions, Wilczek, le prix Nobel Wilczek, il nous dit, là j'ai essayé de trouver des citations, c'est pas évident parce qu'il ne parle pas le bon langage des métaphysiciens, mais en gros, il vous dit, les anions, c'est en gros composés, produits de fermions et de champs magnétiques. Donc ça serait quelque chose qui serait composé par des machins en 3+1. Mais son co-auteur, sur la plupart de ses papiers, dit « Ouais, mais tu sais, 3 anions ensemble, ça fait un électron. »
Donc, les électrons sont aussi des objets composés d'anions. Et là, ça sonne bizarre, hein, de la composition. Ça veut dire que les électrons composent des anions et les anions composent des électrons. Alors, qu'est-ce qui se passe? 3 interprétations de leur vocabulaire. Je ne dis pas que c'est des positions métaphysiques cohérentes, c'est juste que ça va être ma grille d'analyse de ce qu'ils font. Soit ils sont en train de dire qu'il y a des relations de composition symétrique, pour vrai. Soit ils sont en train de défendre une espèce de relation de composition quasi symétrique, mais indexée. C'est-à-dire les électrons qui composent les anions, ce n'est pas exactement pareil que les électrons qui sont composés par les anions. Donc quelque chose où, possiblement, émergence. Soit encore, c'est diachronique, c'est-à-dire qu'il y a une relation temporelle entre les différentes relations, et c'est peut-être pas une relation de composition. Ça. OK. Regardons s'il y a des arguments pour chacune de ces possibilités. Et je file, là. Je file. On va avoir beaucoup de temps pour les questions. Je m'excuse, hein, si ça va trop vite ou... Vous me dites? Ça va? OK. Alors, soit ils sont en train de défendre une relation de composition symétrique. Alors, ce serait une relation A fait partie de B fait partie de A, égale n'est pas B. Et là, si vous regardez, vous connaissez mieux ça que moi, mais nos collègues physiciens, ils ont des exemples, nos collègues métaphysiciens ont des exemples comme le Time Traveling Shrinking Wall. Alors, ça, c'est extraordinaire. Alors, vous prenez un mur, vous le réduisez, vous l'envoyez dans le passé, vous prenez le mur comme brique et vous construisez le mur avec. Extraordinaire. Non, mais vous êtes géniaux, les métaphysiciens, quand même. Ah oui! Bon, après, moi, j'ai des gros problèmes sur spatio-temporellement comment ça marche, mais c'est une possibilité métaphysique. Donc, au moins, c'est pensable. C'est pensable, c'est concevable. Est-ce qu'on a affaire à ça dans le cas de l'effet quantique fractionnaire? OK, je vais présenter un peu plus les 3 options, puis après, on va revenir sur les arguments. Soit, vous avez quelque chose de genre là. A1 fait partie de B, B est une partie de A2. Les A1 et A2 sont en gros le même genre de choses, mais pas exactement le même, parce qu'il n'y aurait pas de transitivité de la composition. Et ça, je ne sais pas si c'est une position métaphysiquement cohérente, mais c'est une position qui pourrait rentrer dans un cas d'émergence. On va voir comment. Ou soit encore, là, nos collègues physiciens, la langue leur ont fourché. En fait, ils ne voulaient pas dire AT1 est partie de B et B fait partie de AT2, par exemple, à des temps successifs, mais bien, ils voulaient dire quelque chose comme AT1 cause B, mais B est une partie d'AT2. Et là, bien sûr, hein, si vous avez toute une métaphysique des objets spatio-temporels comme étant méréologiques, ben là, il y a sûrement des choses intelligentes à dire que j'aurais probablement rien à dire là-dessus, mais potentiellement, il y a quelque chose. Alors, est-ce que ça marche, ces trucs-là? Laquelle de ces grilles de lecture représente mieux le langage des physiciens, pas dans ce qu'ils pensent, mais dans ce qui serait cohérent? Alors, la première option est vraiment difficile à défendre, puisque s'il est possible de voir les anions comme un cas limite de comportement collectif en 3 plus 1, c'est très difficile de voir comment une théorie 2 plus 1 peut construire la dynamique d'une théorie 3 plus 1. Donc, c'est pas gagné de défendre l'option 1. Par contre, vous pouvez très bien imaginer des électrons 2 plus 1, qui ne sont pas nos électrons à nous, et qui, eux, auraient une relation de composition avec les anions. Donc, s'il existe l'équivalent des électrons, mais dans un monde en 2 plus 1, là, peut-être qu'une combinaison d'anions pourrait engendrer pourrait faire un état lié. Je vais définir ce que c'est un état lié un peu plus loin, avec des électrons. Mais bien sûr, ça, ce n'est pas nos électrons à nous. L'inverse n'est pas évident. Donc, en tout cas, ça ne me paraît pas l'option la plus favorable pour ce cas-là. Alors, est-ce qu'on a affaire à un cas d'émergence synchronique, ce qui se représenterait le deuxième cas? Donc, qu'est-ce qu'on... Il faut... Ah oui, OK. Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? On aurait, avant l'effet Hall fractionnaire, on est là. Là, vous mettez votre système dans une certaine condition. Blablabla, il se passe quelque chose. Ici, vous avez votre matériel 3 plus 1. Choup! Émergence, hein, effet collectif. Des anions apparaissent et eux-mêmes pourraient peut-être engendrer des électrons 3, pourraient être partie d'électrons 3. Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est l'émergence se passe ici. Donc, elle est
synchronique. Alors, discutons de ça un peu, voir si ça tient la route. Bon, déjà, discutons de ici. En premier, qu'est-ce que ça serait que les anions peuvent constituer des électrons ou composer des électrons, ou 3. Donc, en fait, ce qui semble l'hypothèse la plus intéressante, c'est qu'en fait, on a affaire à un état lié. Et je suis très content de dire à Olivier que la théorie des états liés est une théorie de la cohésion-résistance et qui marche mieux, à mon avis, parce qu'elle fonctionne même quand il n'y a pas de force. Elle fonctionne quand on peut définir en force, mais même quand il n'y a pas de force, ça marche. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, c'est la définition formelle, mais qu'est-ce que c'est la théorie de la composition d'états liés? C'est que quand vous avez vos parties ensemble, ils entrent en interaction, l'énergie devient négative, c'est-à-dire que pour les séparer, il y a la résistance, il faut rajouter de l'énergie. Et ça fonctionne quand on est dans un système qu'on peut définir les forces ou dans un système où on ne peut pas définir les forces, par exemple dans un système quantique. Et puis, c'est aussi par degré, plus ou moins négatif. Donc, ça correspond exactement à votre approche. Donc là, OK, ce bout-là a l'air de tenir un peu la route. Par contre, est-ce que cette relation d'émergence-là, est-ce que c'est raisonnable de dire que c'est quelque chose comme une composition? Et là, ben, ça va dépendre du détail de votre théorie d'émergence synchronique. Il y a toutes sortes de théories d'émergence synchronique. Peut-être que certaines peuvent correspondre à une certaine notion de relation de composition, mais la plupart, non. La difficulté, pour vraiment statuer aujourd'hui, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a aucune bonne théorie de l'émergence synchronique qui a été bien appliquée dans l'effet Hall quantique frascalaire. Stéphane a une version, Loughlin lui-même a une version au début qui était synchronique, et elles ne tiennent pas la route, ce sont des versions souvent incohérentes avec la physique. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas statuer à ce jour-ci, à cette heure-ci. Dernière position, celle qui était quand même la moins intéressante pour la composition, c'est celle-là. Qu'est-ce que c'est celle-là? C'est vous avez votre matériel qui émerge, votre émergent, de façon diachronique, c'est-à-dire que les lois ici, les parties ici, se transforment dans de nouvelles parties ici, qui fait que les lois ici et les lois là ne sont pas les mêmes. Et sont probablement incompatibles, dans notre cas, impossibles, selon les lois ici. Et par la suite, là, probablement, les anions pourraient constituer des électrons de façon état liée. Donc, dans ce cas-là, les anions, la relation anion-électron serait une émergence diachronique. Donc, est-ce que ça, on peut défendre qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à une relation de composition diachronique? Déjà, c'est pas évident, les relations de composition diachroniques. Mais bon, quand on a l'espace-temps abstrait, on peut imaginer que les directions spatiales et temporelles, c'est pareil. C'est pas évident. Alors, je ne vais pas parler de toutes les approches d'émergence diachronique, je vais juste parler de deux approches qui sont deux branches de l'émergence transformationnelle, celle que je vous ai présentée tout à l'heure et celle que développe Humphreys dans son livre qui a été publié l'année passée, qui est aussi une forme d'émergence transformationnelle, d'émergence diachronique, dont le but est de modéliser la physique. Donc, alors, là il y a un truc de rhétorique dans tout ce travail-là, qui est, si on trouve de l'émergence dans la discipline la plus hostile à l'émergence, c'est gagné. Après, on pourra se poser la question de la chimie, la biochimie, le cerveau, machin. Alors, l'émergence transformationnelle, Paul Humphreys, c'est un philosophe important. Nous sommes moi et Olivier, nous sommes des gens pas importants, mais lui, c'est quelqu'un d'important. L'émergence transformationnelle, en général, est compatible avec une ontologie plane. Seulement certains types de transformations vont être considérés émergents, c'est-à-dire celles qui engendrent suffisamment de nouveautés. C'est-à-dire que les lois de la nature changent. Alors, quand on fait ça, cette émergence-là, elle n'est pas mise en termes de tout, de partie, elle est mise en termes d'état. Elle est énoncée en termes d'état. Donc, on passe d'un état B à un état E. Après, on peut se poser la question, est-ce que l'état émergent, ce que représente l'état émergent, est-ce que représente l'état de base, est-ce que c'est des collections, est-ce que c'est des tout, est-ce que c'est des états liés, etc. Selon ce qu'on va mettre en dessous de ça,
on va avoir quelque chose à dire sur la composition ou non. Bon, la théorie émergentiste comme telle, elle ne se statue pas là-dessus. Elle parle en termes d'état. Et ça, c'est important parce que l'émergence transcendantale a été inventée pour être robuste ontologiquement, c'est-à-dire qu'elle parle de la dynamique et elle ne s'intéresse pas directement à ce qui est dynamique. Parce que ça, comme je vous ai dit, si on ne sait pas c'est quoi l'ontologie de la physique, c'est mal parti de faire une théorie qui est basée sur l'ontologie de la physique. Donc ici, ça va dépendre de ce que vous allez mettre dans ce que représentent ces états. Ce que vous pouvez dire, par contre, c'est que ce qui est représenté par B et ce qui est représenté par E n'obéit pas aux mêmes lois. En conséquence, si jamais B et E, c'est des tout, c'est quelque chose de... c'est un certain type d'entité dans votre métaphysique, qui contient des parties, par exemple, le changement entre les lois ici et les lois là fait qu'il y a une transformation de B en E, non pas parce que simplement il y a des parties qui sont gagnées ou perdues, parce que là, ça n'amènerait pas nécessairement un changement de loi, mais bien parce que les parties elles-mêmes sont transformées radicalement. Et ça, une grosse partie du livre de Humphreys, c'est essayer de faire du sens de ça. Parce que Humphreys, il veut parler en termes d'entité et d'objet. Nous, on essaie d'éviter ça le plus possible. OK. Mais comme c'est une ontologie relativement plate, ce que ça engendre, c'est que les lois ne seront pas universelles. Hein, les lois peuvent changer. Hein, dans l'état émergent, ce n'est plus les mêmes lois. Donc, si vous avez une ontologie des objets spatio-temporels, hein, par exemple, quelqu'un qui aime bien le perdurantisme ou ce genre de choses, ben là, ça va être compliqué votre truc parce que vos lois vont dépendre de la zone spatio-temporelle. Donc, vos objets eux-mêmes, si vous les définissez par vos lois, par exemple, à la Newton, par exemple, hein, être un objet pour Newton, c'est être sujet d'une loi. Ben, ça va être défini par les lois à l'œuvre dans cette zone-là. OK. Conclusion? Je ne vais pas aller très loin, hein, je suis désolé. L'hypothèse de composition générale n'est pas en très bonne... n'est pas en forme, quoi. Ça ne va pas très bien avec la physique, ce qui n'empêche pas que la métaphysique peut la développer pour d'autres raisons. Par contre, le domaine de l'émergence, qui lui est grandissant en physique, est susceptible de recevoir beaucoup d'analyses métaphysiques, parce qu'on a beaucoup de difficultés, on n'a pas les bons concepts pour pouvoir parler de ces états émergents, du tout, des parties, des machins. C'est pas le vocabulaire de la philosophie de la physique. Et là, étant donné que l'émergence est en train d'apparaître, d'être pris au sérieux par les physiciens, par exemple, Loughlin, c'est quand même un des premiers prix Nobel de physique qui n'est pas réductionniste radical, qui se dit « Oh oui, ben, les féales quantiques fractionnaires, hein? » D'ailleurs, Loughlin, si vous voulez un exemple spectaculaire, allez lire la conférence de prix Nobel de Loughlin, dans laquelle on le présente en disant « Il a montré la réduction. » Il dit « Non, non. » Et il explique dans sa conférence qu'en fait, le comité Nobel lui a donné le prix, mais il n'a pas compris. Parce qu'il dit il est impossible. Il pense qu'il est impossible de passer de là à là. Donc, il veut dire que les solutions quantiques ici sont non déformables par aucune manière vers les solutions fractionnaires. Donc, il y a vraiment quelque chose de totalement nouveau là. Merci. Merci beaucoup.